Encore un film extrêmement touchant. Donc c'est toujours difficile d'ouvrir un débat après de telles images. Dans le générique de fin, en fait, on voit toute la famille, hein, donc Gérard, Catherine, comme Ossiane et Jonas. Moi, j'aurais bien mis aussi Gaston, qui est quand même un acteur assez central, et puis Hirondelle, qu'on voit sous différentes formes, y compris le bocal de Saint-Doux. C'est un projet de famille, hein, ils disent, hein, c'est un projet de famille. Mais qu'est-ce que c'est la famille? Donc on voit qu'il y a des choix qui sont extrêmement forts. Voilà, et il y a beaucoup de réflexions sur la transmission, donc ce que Catherine et Gérard ont hérité de leurs parents, mais aussi les conséquences du choix qu'ils ont fait, du choix qu'ils ont fait, donc de passer des Ardennes à la Gaspésie, et donc finalement de ne pas vivre les dernières années de leurs parents avec eux. Et c'est un moment particulièrement émouvant dans le film. Et puis on voit, enfin, on est en plan serré sur cette famille dans ce milieu tout le temps, sauf quand va à l'université de Laval, mais qui est conçu vraiment comme une parenthèse, parce que on peut étudier, mais en fait c'est une parenthèse, c'est vécu comme une parenthèse. Voilà, j'ai été beaucoup marqué par différentes choses, hein, mais je vais être assez rapide parce que je ne suis que l'animateur, mais je trouve le rapport aux animaux est extrêmement intéressant. On le voit dès les premières images du film avec le jardin, en fait, l'importance effectivement de la contribution des animaux à la fertilité de la parcelle. Enfin, ce qui est marquant aussi, c'est l'abondance, en fait. Hein. C'est l'abondance les récoltes de carottes, de navets. Il n'y a jamais de maladie. Enfin, c'est impressionnant. Donc, voilà. Donc, on dirait que tout leur réussit. Ils ont des compétences incroyables. Ils ont aussi beaucoup de matos. Hein. Ils savent tout faire, quoi. Pour moi, c'est quand même assez inimaginable. Mais sur le rapport aux animaux, on a quelque chose que nos collègues Catherine et Raphaël Larère ont bien établi, le contrat domestique entre les éleveurs et les animaux. Et tout ce que dit Gérard à propos de la vie avec l'animal avant sa mort, le moment difficile de la mort, comment on l'accompagne dans la mort, et puis ensuite la matière première, Hirondelle devient de la matière première. Enfin, tout ça est extrêmement, extrêmement fort, et tous les gestes qu'ils ont avec les animaux, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Donc, du coup, on a la chance, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir deux personnes qui sont plus intéressées au sauvage. En fait, le sauvage, là, on va discuter de la place du sauvage dans ce film, mais je trouve que le sauvage a une présence finalement assez limitée. Mais il faudra définir ce qu'est le sauvage, évidemment. Enfin, bon, il y a tout le passage de la cueillette de champignons, mais ensuite, effectivement, on est, pour moi, quand même, dans une domestication d'un milieu, dans un assez grand isolement, mais c'est vraiment la domestication du milieu, et puis 99% du temps qui est consacré à se nourrir et habiter, assez peu à se vêtir, en fait. On voit pas, je suppose qu'ils font aussi leurs vêtements, parce que, comme ils font tout, mais en tout cas, voilà, donc on n'a pas vraiment, enfin, je voudrais avoir la réaction de Marion là-dessus, puisque Marion est une cueilleuse, et donc sur cette question de rapport au sauvage. Donc peut-être une première réaction, Marion et Tristan, rapidement sur votre sur ce que vous avez, comment vous avez ressenti ce film, et puis ensuite on abordera les questions, effectivement, d'abord sur ce rapport à la nature et au sauvage. Marion, d'abord, peut-être. Et puis, je vous ai présenté
de façon très sommaire. Donc c'est bien de dire comment on fait, d'où je parle, etc. Oui. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Marion, je travaille avec Elodie. Toutes les deux, on est Kimouak. Donc, Kimouak, le cœur de notre métier, c'est la cueillette sauvage, justement. En tant que cueilleuse professionnelle, on est adhérente à l'AFC, l'Association française des cueilleurs professionnels, qui est une structure qui va un petit peu fédérer les cueilleurs sur le territoire, des cueilleurs comme nous, petits producteurs, petits cueilleurs, aussi bien que des cueilleurs qui vont collecter des plantes pour les labos. Donc avec cette idée de fond de préserver la ressource. Donc on a une parcelle sur Anglette et après on cueille beaucoup Pays Basque Nord et Sud et Pyrénées bien sûr et on va jusqu'en Lozère pour la lavande vraie. Voilà. C'est vrai que dans le film, ce qui ressort, c'est le fait qu'ils sont tout le temps en train de travailler. Et c'est vrai qu'il y a la notion de temps, en fait, c'est vraiment un mode de vie, réellement, où chaque chose du quotidien est axée sur comment faire pour approcher cette autonomie. C'est vrai qu'il y a des côtés très touchants dans le film. Ça se passe au sein d'une famille, donc déjà il y a des liens particuliers entre les différents personnages et on voit bien la présence forte du père qui va presque des fois même imposer son propre motif de vie, alors que les fils peut-être seraient un peu plus on va dire tempérés sur ces choix-là. Donc ça, je trouve c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que c'est vraiment l'utopie du père que l'on sent, de la mère aussi, et surtout du père quand même. Ouais. Donc voilà, je veux dire, je parle de la notion de temps parce que, je vois avec Elodie depuis quelques années où on se consacre vraiment à cette activité, le temps que ça prend, c'est-à-dire que découvrir les plantes dans leur milieu, faire tout ce travail de recherche de biotopes, c'est des choses qui peuvent prendre des années. Aller sur place au bon moment, cueillir la plante au bon moment de son cycle, etc. C'est aussi plein de savoirs et de savoir-faire qui prennent du temps, qui s'improvisent pas et qui... Voilà, donc c'est vraiment structurer tout ça, c'est voilà, quelque chose de quand même de conséquent. Voilà, nous dans nos cueillettes par exemple, voilà, pour citer quelques plantes, on va accueillir, on a la chance au Pays Basque espagnol d'avoir des terres un peu plus calcaires, on va faire tout ce qui est thym, romarin, et un peu de sarriette aussi, des variétés qui seraient plus caractéristiques du milieu méditerranéen. Et après on a la chance ici côté nord d'avoir beaucoup de sureau, d'aubépine, on fait aussi du framboisier sauvage, on fait du bouleau, du millepertuis, on a voilà, tout un corpus de plantes voilà, qu'on va... Oui, tu disais une quarantaine d'espèces. Pourquoi tu fais ce métier ? Comment tu y es venu et comment tu as appris ? Parce qu'on voit qu'il y a des connaissances, des savoirs, des savoir-faire qui sont incroyables pour arriver effectivement à faire tout ce que vous faites. Oui, c'est vrai que du coup, ça me touche quand elle parle de sa grand-mère lorsqu'elle fait le beurre, parce que voilà, c'est vraiment moi ma première expérience avec les plantes, c'était vraiment en bas âge avec ma grand-mère. Je m'étais fait piquer, je passais beaucoup de temps au jardin, j'étais toujours dehors. Il y avait la ferme, on tuait le cochon, on faisait le canard, etc. Donc il y a tout ce milieu-là. Et vraiment, les plantes, c'est ma grand-mère vraiment qui soignait, qui était également coupeuse de feu, qui utilisait les plantes. Et qu'il y a vraiment cette approche-là très tôt et puis de façon très inconsciente, avec beaucoup de temps passé dans la nature, c'est certain, et quelque part peut-être des savoirs et des savoir-faire qui s'ancrent de façon très intuitive au départ, et qu'après, en grandissant, quand on continue de s'intéresser à ça et que ça nous paraît évident, qu'on va structurer de manière un peu plus intellectuelle à travers des formations, etc. Donc quand j'avais une vingtaine d'années, après j'ai passé un BTS agricole, j'ai travaillé dans la gestion et la protection de l'environnement, et tout ça après, et puis plusieurs formations, permaculture, des choses comme ça, pour toujours essayer d'apprendre plus et puis de structurer les choses. Mais il y a toujours, il me semble, chez beaucoup de personnes qui ont un lien fort à la nature, je pense qu'on l'a tous, mais peut-être en ville c'est un peu moins évident parce que justement on y est moins confronté, mais ça vient souvent, peut-être souvent assez tôt dans l'histoire. Merci, on reviendra sur le rôle du père, sûrement. Tristan. Oui, bonjour à toutes et tous.
Donc moi je suis sociologue, je travaille sur les questions d'alimentation et notamment sur ces questions de sauvage, ça me passionne beaucoup. Et j'aime beaucoup ce film parce que justement je crois que cet objet, en tout cas moi ça produit chez moi une sorte d'ambivalence en fait. Alors j'aimerais bien la partager avec vous et on verra ce que vous en pensez. Moi je suis à la fois fasciné et un petit peu, comment dire, je trouve le film un peu malaisant aussi, alors je vais essayer de m'expliquer rapidement. Je commence par la fascination. Bon, déjà, j'ai l'impression que cette famille-là joue un peu un rôle de modèle, c'est-à-dire dans l'urgence climatique dans laquelle on vit, on se dit c'est peut-être la voie à prendre, c'est-à-dire qu'ils vivent de manière très simple, très écologique, bonne aussi, on a l'impression que c'est une bonne vie, en tout cas au moins pour le père, j'ai l'impression. C'est aussi fascinant parce que, alors je ne sais pas si ça vous avait fait ce même effet, mais moi ça fait la 3e fois que je le vois, j'ai l'impression à chaque fois que je le vois de redevenir un petit garçon en fait et d'être émerveillé par tout ce que cette famille est capable de faire. Il y a du miel, évidemment ils mangent leur viande, ils ramassent des champignons, ils connaissent des dizaines d'espèces de champignons, etc. Donc je trouve ça assez fascinant. J'ai l'impression de relire Robinson Crusoe, hein, donc c'est ce fantasme-là d'être capable à ce point de se débrouiller et de vivre par ses propres moyens comme ça. Donc je me retrouve dans cet état de fascination. La scène que je préfère, c'est vraiment celle du garde-manger. Vous vous souvenez, donc petit à petit on descend et là on découvre, la caméra se déplace et on découvre des étagères avec des dizaines de pots comme ça. On imagine que c'est très bon, que c'est très sain, que c'est ce qu'il faut manger et c'est très rassurant pour passer l'hiver. Donc c'est vraiment une scène géniale. Et en même temps, donc je vais essayer d'expliquer pourquoi ça me met dans une situation un peu embarrassante ce film. Justement, quand on voit tout ce garde-manger, moi j'ai l'impression de voir les films, les vidéos vous savez, des survivalistes américains. Vous connaissez ce mouvement, hein, le survivalisme, donc ce mouvement qui consiste à se préparer. Hein, on appelle ça les preppers aux États-Unis, donc ceux qui se préparent à l'effondrement, à l'apocalypse, peu importe. Mais en tout cas, c'est l'idée de revenir à une certaine autonomie, de vivre seul comme ça et de se débrouiller par ses propres moyens. L'alimentation étant le nerf de la guerre dans cette situation. Alors, le mouvement est très important en Amérique du Nord. Là, on est au Canada, on sent que ça a pu un peu essaimer. Ça a essaimé aussi en France. Alors, c'est défendu de manière assez étonnante par, vous savez, ce polémiste d'extrême droite, Alain Soiral. Donc c'est assez particulier parce que ça charrie aussi un espèce d'imaginaire, moi, que je trouve plutôt réactionnaire, souvent. En tout cas, c'est associé à des mouvements un peu masculinistes, virilistes. Donc là je ne crois pas que ce soit ces valeurs-là qui soient celles de la famille, mais on sent que le père est quand même attaché à des valeurs patriarcales. Hein. Il est là, il trône à table, c'est lui qui donne le là quand même. Hein. On sent bien que c'est assez autoritaire. Donc ça charrie aussi cet univers d'autonomie et j'ai envie de dire d'autarcie. Et c'est peut-être ça qui pose problème. Donc là, c'est encore une fois, on rediscute de la place du film dans un festival sur l'utopie. Est-ce que cette utopie sauvage, finalement, est vraiment souhaitable, hein, dans la mesure où voilà, l'autarcie, je ne sais pas si c'est le modèle qu'on peut défendre. Est-ce qu'on doit tous se débrouiller par nos propres moyens comme ça? On ne voit pas beaucoup de lien social dans le film non plus. Donc on se demande si les enfants, on devine qu'ils ont des amis parce qu'ils vont à l'école, à l'université. Mais on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de copains qui passent comme ça. Et ça me rappelle ce mouvement survivaliste qui est quand même basé sur l'idée de se débrouiller seul, très rapidement. Mais ça me rappelle une enquête qu'on a faite pendant le confinement en France. Donc on avait monté ça un peu à la va-vite parce que la situation était compliquée. Et dans l'enquête qu'on a faite, on travaillait sur la manière dont le confinement allait peut-être bouleverser les manières de manger, de s'approvisionner, etc. Et dans notre échantillon, on avait essayé de trouver plein de gens différents, donc des gens qui vivent seuls, en famille, en couple, pour voir comment cette situation perturbait ou pas l'organisation conjugale, familiale, etc. Et puis on avait dans notre entourage lointain des gens qui vivaient en collectif. On s'était dit c'est peut-être intéressant de voir comment ces gens-là vont passer cet événement un peu extraordinaire. Alors ils l'ont passé vachement mieux que nous, enfin en tout cas que moi, parce qu'ils vivaient à 20 dans des yourtes à la campagne, et ça avait l'air beaucoup plus marrant que ce que j'ai vécu en tout cas pendant ce confinement. Et je me souviens de cette personne, je vous parle de ça parce que cette personne-là était à son 2e collectif. Le premier dans lequel elle avait habité était un collectif vraiment basé sur l'autonomie alimentaire. Et ça s'était mal fini en fait parce que justement c'était énormément de travail, on le voit beaucoup dans le film, hein, ils y sont tous les jours et toute la journée.
Et puis surtout, c'était compliqué d'être seul. Et puis petit à petit, le collectif s'était resserré sur lui-même. Il y avait des tensions internes qu'on pourrait imaginer dans la famille peut-être. Et ce deuxième collectif avait été vraiment fondé sur les erreurs du premier, avec l'idée importante de créer des liens d'interdépendance avec d'autres collectifs, et que les savoirs circulent, que les coups de main circulent, etc. Et je trouvais que c'était plus utopique que cette mise en autarcie. Voilà, bon, c'était pour vous partager quelques ressentis. Ouais, cette question d'autonomie, hein, et c'est le titre de la session, autonomie et utopie nourricière, est vraiment centrale. Moi, il me semble qu'il faut distinguer dans cette autonomie deux aspects. Effectivement, le fait que la famille est visiblement coupée des liens sociaux et donc qui sont réduits vraiment au strict minimum, c'est-à-dire les échanges marchands qui permettent d'avoir l'argent pour payer les impôts parce qu'on ne peut pas les payer en patates. Hein. Mais ensuite, ce que je trouve intéressant, et moi, on retrouve les fermes de polyculture élevage d'une certaine façon, c'est-à-dire sur un espace donné, rétablir en fait un ensemble de relations qu'on a qui sont de complémentarité entre des productions animales et puis diverses productions végétales. Je crois que la première édition de ce festival, en fait, on avait vu quelque chose sur la permaculture, et quand on voit le jardin, quand on voit certains espaces, on retrouve effectivement cela. Donc, du coup, ça, je trouve que c'est plutôt bien réussi, et ce qui me surprend beaucoup, c'est qu'ils arrivent à faire tout ça. Enfin, je trouve c'est toutes les compétences qu'il faut avoir, mais ensuite, effectivement, ce resserrement autour de la famille, et effectivement limiter les liens de dépendance, et donc et le lien que tu fais, Tristan, avec le survivalisme est vraiment intéressant de ce point de vue, parce que on voit effectivement que il faut s'en sortir quand tout va s'effondrer, et c'est vraiment ça la préoccupation. Et ça, effectivement, c'est inquiétant, c'est-à-dire cette forme de désengagement, donc dans la thématique de l'autonomie comme utopie nourricière. Il me semble qu'il faut essayer de distinguer, enfin, si on essaie d'être un peu analytique par rapport à ce qu'on a vu, la façon dont on peut envisager en fait une autonomie du système de production et des liens entre l'homme et la nature, qui me semble être un élément extrêmement important, mais distinguer cela finalement de cette coupure, de cette volonté d'autonomie par rapport effectivement à l'ensemble de la société, parce que ce qu'on voit, c'est une forme de désengagement politique total, en fait. Hein. Donc on s'en sort, on crée une bulle, nos enfants vivront là-dedans. D'ailleurs, on imagine la maison qu'ils voudront avoir, parce que comme ça, ils ne vont pas reproduire nos idées. Donc il y a vraiment une espèce de pensée un peu à l'échelle restreinte, de pensée démiurgique qui est vraiment impressionnante et qui est bien restituée. C'est dommage qu'on n'ait pas la réalisatrice, parce que j'aurais aimé avoir son sentiment par rapport à ça, parce que est-ce que c'est un effet qu'elle a voulu créer et qui crée ce sentiment d'inconfort par rapport à ce qu'on a vu ou non, je ne sais pas. Marion, par rapport, en fait, j'aimerais qu'on revienne un peu qu'on approfondisse la question des savoir-faire, hein, qu'on a juste abordé, et donc et par rapport à cette question de lien social, parce que dans le film, alors la seule fois où on voit Gérard prendre un bouquin, donc c'est le bouquin sur les vaches de 1848, quoi. Voilà, donc où il semble redécouvrir la façon dont il faut s'occuper des vaches. C'est assez fascinant, quoi. Hein, et donc du coup, par rapport à ce lien, alors te concernant avec les plantes qui poussent dans la nature, donc il y a le lien avec ce que tu as hérité par rapport dans les liens avec ta grand-mère. Il y a ce que tu as fait dans tes études, mais je suppose que le lien social par rapport à ton activité, c'est quelque chose qui est important. En tout cas, c'est la question que je veux te poser.
Oui, et puis c'est vrai que là, il y a vraiment l'idée d'être en autonomie. On pourrait supposer que plutôt qu'il se lève à 3 heures du matin pour faire du pain, qu'il puisse faire marcher le boulanger du coin ou quelque chose comme ça, et effectivement, qui pourrait être une occasion de créer du lien, ou peut-être même, pourquoi pas, de faire du troc, puisqu'il possède d'autres nourritures ou d'autres denrées. Oui, la notion, c'est vrai que surtout ici au Pays Basque, on a quand même la chance d'être quand même assez fédéré en réseau. Il y a quand même pas mal d'associations qui structurent les petits producteurs, en tout cas qui essayent de faire des liens pour justement essayer de promouvoir un autre type d'agriculture. Je pense à l'association Blé, voilà, où l'idée c'est quand même un peu ça, d'être ensemble, de travailler ensemble et d'essayer tant qu'à faire oui, peut-être de réfléchir ensemble, que ce soit sur des nouveaux types d'agriculture, en essayant voilà, de faire, j'en sais rien, un peu moins de labour, de faire un peu plus de rotation, ou même dans la sélection des graines, tout simplement. Il y a une association qui existe depuis pas longtemps, justement, pour essayer aussi de sélectionner les graines, avec, tant qu'à faire, des graines qu'on a ici. Donc plein de choses qui sont possibles de mettre en place. Et c'est vrai que c'est presque dommage, parce que presque leur pratique pourrait être enrichie par les connaissances d'autrui. Je pense qu'après, il y a un côté un peu hors du commun pour moi, surtout dans le personnage du père, qui s'arrête jamais et qui est dans une espèce voilà, il s'arrête jamais, il est presque fatigant rien qu'à le voir à l'écran. Voilà, pourtant, je me considère un peu comme une hyperactive, et voilà, c'est du 7 jours sur 7 pareil, mais alors lui, ça m'a rassuré. Mais c'est vrai que, voilà, je pense que enfin, on est des êtres humains aussi avant tout, et je pense que on est des êtres sociaux, et puis il y a une importance tout simplement à échanger sa pratique, sa façon de voir les choses, au-delà des techniques de cueillette ou agronomiques. Après, on voit quand même dans le reportage qu'il y a une activité vraiment d'entreprise qui a l'air quand même assez conséquente, et c'est vrai que j'aurais souhaité que la réalisatrice peut-être nous en dise un peu plus là-dessus, parce que mine de rien, même on dirait qu'il y a beaucoup moins de contraintes, et c'est une des raisons qui les font quitter l'Europe, parce que là, quand je les vois transformer la viande en plein air, quand je vois le laboratoire où on transforme, voilà, je pense qu'il y a des choses qui ne seraient pas autorisées de la même façon ici. Après, voilà, bien, pas bien, ça c'est notre débat. Mais en tout cas, il y a une entreprise qui existe sur les produits forestiers, avec même une boutique, puisqu'on voit à un moment donné le petit panneau, c'est assez rigolo d'ailleurs, si on n'est pas là, laisser l'argent dans la boîte, donc il y a quand même un système de confiance qui se crée, mais peut-être pas ce besoin. Nous, je sais qu'on fait les marchés, on est quand même beaucoup en direct avec nos clients, et c'est ces moments d'échange qui sont importants, et voilà, c'est peut-être quelque chose qui pour eux, qui ne privilégient pas forcément. Mais oui, ils sont un petit peu. Il y a l'idée d'être un peu quand même tout seul dans sa bulle, et ça manque un peu d'échange, quoi. Ouais. On va passer aux questions, mais donc le temps que vous prépariez les questions, j'ai une petite question pour Tristan. En fait, vous avez travaillé sur le réensauvagement ou rewilding. Donc, comment tu peux nous éclairer un peu sur la façon dont vous avez travaillé sur la nature sauvage, la nature domestiquée, enfin voilà, donc un peu le travail que vous avez fait de catégorisation. On discutait hier et tu disais que vous êtes intéressé au vin nature, par exemple. Voilà, donc et le vin nature, c'est quelque chose qui est domestiqué, mais avec un rapport au vivant qui est différent de celui qu'on a dans les vins conventionnels. Est-ce que tu peux élaborer un peu là-dessus ? Donc, déjà, le choix du terme, on a choisi le terme rewilding, donc en français, ça marche pas bien, mais c'est réensauvagement. C'est un terme qu'on commence à voir un peu circuler, alors qui est né plutôt aux États-Unis sur la création des grands parcs nationaux type Yellowstone, où l'objectif était de réensauvager des espaces, mais au sens naturel du terme, c'est-à-dire faire revenir des animaux sauvages, etc. Et surtout, le leitmotiv, c'est laissons faire les processus naturels. C'est ça le leitmotiv. Et donc, nous, avec Sébastien, on a simplement eu l'idée d'essayer le challenge du bouquin est de voir si ça marche, de transposer ce concept-là dans le domaine de l'alimentation, pour voir si, justement, le fantasme qu'il y a autour des produits naturels, sauvages, etc., bon, il y a plein de termes qu'on pourrait évidemment discuter, mais tout ce fantasme-là qui est très actuel, très urbain aussi, est-ce qu'il y a un intérêt à voir comment, justement, ça se transpose dans le domaine alimentaire ? Nous, on pense que oui, évidemment, parce qu'on est parti sur ce terme.
avec l'idée que laissons faire les processus naturels, ça marche aussi pour notre rapport à l'alimentation, notre rapport au corps, parce que ça véhicule justement des valeurs du fait que la nature est toujours vue comme bienfaitrice, bonne par essence, etc. Mais encore une fois, voilà, ce sur quoi on a voulu insister, c'est cette nuance que j'ai essayé d'introduire tout à l'heure, à la fois la fascination pour ce thème du sauvage et de la nature dans lequel on est de plus en plus confronté parce qu'on vit de plus en plus en ville, mais il y a cette urgence climatique qui fait que c'est dans tous les esprits, je crois. Et en même temps, ben là, laissons faire les processus naturels, ce leitmotiv-là, il charrie avec lui des formes d'essentialisation, de rapports hommes-femmes qui sont problématiques et sur lesquels la sociologie ou les sciences sociales a discuté quand même. Après, donc non, les vins nature, alors moi j'aurais adoré travailler sur les vins nature, mais c'est un bouquin collectif, donc c'est d'autres personnes qui ont travaillé sur les vins nature. Mais voilà, pour juste vous mettre en appétit, c'est un livre dans lequel on retrouve des choses sur le vin nature, sur la consommation de viande de chasse, sur la pratique du jeûne, sur la cueillette de plantes sauvages. Donc, et on pense que toutes ces pratiques-là ont quelque chose à voir, et on peut retrouver cette ambivalence dans chacune de ces pratiques. C'est ce qu'on a essayé de travailler. Juste, je voulais rajouter quelque chose sur les questions de termes. Il y en a un qui circule aussi un peu, nous, dans nos domaines en ce moment, c'est celui de subsistance. Alors, c'est un terme un peu désuet, la subsistance. Hein, c'est souvent, on pense rapidement comme ça aux structures traditionnelles, à l'échelle de la famille, à l'échelle du village. Je crois que ça qualifie bien ce qu'on a vu dans le film, la subsistance. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, notamment des écoféministes, qui invitent à réutiliser ce terme, à s'en emparer différemment, pour se réapproprier justement l'univers de la production alimentaire, mais à l'échelle domestique, donc c'est-à-dire toute la question artisanale, agricole, culinaire, etc., tout en essayant de se débarrasser justement de tout ce qui était rattaché à ces structures traditionnelles qu'on a souvent vues comme étant antimodernes, parce que justement ces structures-là ont, le grand récit du progrès, c'était de s'en émanciper. Et là, il y a un petit pas de côté, ou un pas en arrière plutôt, de dire est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à ça, réhabiliter la subsistance, hein, donc typiquement par exemple Geneviève Pruvot, qui travaille sur ces questions-là, parle d'une économie de la subsistance ou d'un féminisme de subsistance. Donc essayer de revenir à ces valeurs-là, se rapprocher de nos modes de production alimentaire à l'échelle domestique, tout en se débarrassant un peu justement des questions virilistes, des rapports nord-sud compliqués, etc. Donc il y a vraiment une réflexion autour de ça qui me semble intéressante à ouvrir. Merci. Question, oui, donc une question. Bonjour. Déjà, merci pour ce film parce que on parlait de l'importance des modèles hier, et moi je sais que ce qu'on a vu dans le film, alors évidemment avec certaines critiques, mais c'est un mode de vie auquel j'aspire, donc ça a réveillé beaucoup de choses. J'aurais une question à tous les deux sur la différence entre une nouvelle agriculture et la cueillette. C'est-à-dire qu'on a, là on voyait, ils faisaient de la permaculture, j'ai l'impression, dans leur jardin. On pourrait même aller plus loin dans de la nouvelle agriculture avec de l'agroécologie et plus du biomimétisme, etc. Mais est-ce que sur des principes de transition écologique, ce serait plus intéressant d'aller vers des nouvelles formes d'agriculture ou justement d'aller vers de la cueillette et de laisser faire le sauvage, sachant qu'on a aussi la problématique de la cueillette de champignons, par exemple, qui peut être excessive, ou de la cueillette de muguet qui peut détruire un peu la biodiversité. Et une deuxième sous-question, du coup, est-ce que ce serait possible de vivre de la cueillette à grande échelle et pas uniquement, par exemple, pour des plantes aromatiques ou des choses comme ça. Voilà. Ouais, alors pour une partie de la question, en tout cas, oui. Clairement, par exemple, avec Imwak, nous, on a, même si c'est au cœur de notre métier, la cueillette sauvage, c'est quand même assez difficile de vivre que de ça. Il y a plusieurs formes de cueilleurs professionnels et c'est vrai que l'AFC tend à structurer tout ça. Nous, on est des petites productrices, paysannes, cueilleuses herboristes, comme on se considère. Mais il y a aussi des gens qui vont travailler pour les labos et ils vont cueillir une seule espèce en quantité assez importante. Et là, on parle de notre type de cueillette où, bien sûr, il y a des enjeux par rapport à la préservation de la ressource tout de suite qui paraissent évidents. Nous, notre formule, ça a été de mixer. Donc, on a quand même en agriculture, et bien sûr, pour le coup, on est dans une forme d'agriculture, bien sûr, en agriculture biologique, même si c'est plus un label qu'autre chose, et puis en permaculture, dans le sens où on essaye
voilà, de faire des associations d'espèces, ou qu'on essaye aussi sur l'espace où on est d'essayer de laisser justement des zones ensauvagées, ou en tout cas de favoriser une biodiversité. Et en quelques années, on a vraiment vu, par exemple, au niveau des abeilles sauvages, des nouvelles espèces année après année, pas seulement notre Apis mellifera qui est importante, mais il y a énormément, il y a plusieurs centaines, voire milliers d'espèces d'abeilles sauvages qui sont tout aussi importantes. Donc pour la cueillette, oui, ça dépend quel type de cueillette. On connaît la pression qu'il y a eu sur l'arnica et la gentiane notamment, qui sont deux espèces qui, en plus avec des changements climatiques de type sécheresse, ont été mises à mal ces dernières années. Et justement, l'AFC, avec des labos comme Velleda et tout ça, je sais qu'il y a des réflexions en cours pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on fait de tout ça, et est-ce qu'on continue de cueillir, comment. Il y a certaines espèces, là, justement, on peut passer de la cueillette sauvage quand il y a trop de pression à la culture, sauf que certaines espèces comme l'arnica, ça va être compliqué parce qu'il y a des besoins très très spécifiques. Voilà, je me rappelle plus du reste de la question. Peut-être juste pour compléter, alors, dans la salle, vous avez la chance d'avoir des spécialistes de ces questions. Moi, j'en suis pas un, mais il y a des gens du CIRAD, par exemple, que je vois là, qui pourraient absolument vous répondre sur est-ce qu'on peut vivre de cette manière-là. À l'échelle planétaire, je ne crois pas que ça soit possible, dans la mesure où là, ce qu'on voit là, c'est justement peut-être là que réside l'utopie, c'est-à-dire que ça a le rôle d'un modèle, c'est-à-dire on voit que c'est possible. Est-ce que c'est souhaitable? C'est déjà une question politique, je ne suis pas sûr personnellement. Et après, est-ce que c'est faisable? Je ne crois pas. Hein, à l'heure où on réfléchit justement à comment nourrir 8 milliards de personnes, je ne suis pas sûr qu'on puisse vivre de cueillettes sauvages comme ça. Ça ne pourrait pas nourrir le monde. Mais voilà, l'important, c'est que je crois, c'est que là réside cette utopie, en fait. C'est que c'est vraiment un modèle qui est érigé et qui peut nous amener à nous décaler, à réfléchir à d'autres manières de faire, etc. Moi, c'était juste un commentaire pour partager avec tout le monde ici, enfin 2 commentaires. Premièrement, vous l'avez pas mentionné, mais la réalisatrice, c'est quelqu'un qui vit aussi comme ça et qui considère cette famille comme un modèle, donc c'est aussi en partie un film promotionnel. Et d'autre part, en fait, c'est pas du tout montré dans le documentaire, mais cette famille, c'est un chef d'entreprise, et il y a entre 80 et 150 cueilleurs qui travaillent pour elle sur l'exploitation des champignons. Et ce qu'on voit là, les cartons avec les champignons séchés, c'est ça en fait. Et leur modèle économique, c'est celui-là. Je pense que c'est important d'avoir ces éléments en tête, donc je voulais les partager. C'est vrai que ça me paraissait énorme pour une toute petite famille. Et du coup, merci pour justement la remarque, parce qu'on comprend qu'il y a quand même des liens et qu'ils ne vivent pas comme des ours isolés, donc c'est important à signaler. Ouais, merci. Bon, c'est un documentaire quand même qui va dans une... qui ne montre pas tout, en fait. Ah non. Voilà, donc il y a un peu politique. On ne s'est pas concerté, hein, parce qu'on est à côté de l'autre, mais c'est exactement... Moi, la scène la plus intéressante, c'est celle des cartons. On a quand même un flux qui sort de la bulle, et qui permet d'acheter tous les équipements et tous les intrants qui permettent l'autonomie alimentaire. Et là-dessus, je voulais dire qu'il m'intéresse qu'il y ait un mouvement aujourd'hui qui est en train de sortir sur le réensauvagement qui propose une alimentation sans agriculture. En disant l'agriculture, c'est ce qui a bousillé la planète, donc il faut se passer d'agriculture. On ne peut pas nourrir 9 milliards d'habitants avec de la vie sauvage comme celle-là. Quand on fait le calcul, c'est pas possible. On est trop nombreux et donc il nous faut quelque part une production intensive de calories, de protéines, de vitamines. Et la proposition qui est faite, c'est de faire cette production industrielle à partir d'algues, de bactéries et de levures. Et ça, c'est les fantasmes de Georges Monbiot, le journaliste du Guardian, là, qui défend l'idée qu'il faut cesser l'agriculture, il faut faire une production industrielle de nutriments et laisser se réensauvager le milieu pour retrouver un équilibre qui permettra, face à l'urgence climatique, au rythme de l'évolution, il insiste énormément là-dessus, en disant oui, je sais qu'on pourrait essayer de transiter autrement, mais ça va prendre tellement de temps qu'on sera foutu avant. Donc face à l'urgence, il faut arrêter l'agriculture, production industrielle de nutriments et réensauvagement du monde. Et ça, c'est aujourd'hui en train d'attirer beaucoup, beaucoup d'argent dans l'investissement. Et je pense que s'il faut vraiment regarder ça de près. Merci. Vous avez reconnu que c'est Nicolas Ricard du CIRAD, donc, et qui est titulaire de la chaire UNESCO Alimentation du monde. Voilà, donc c'est une parole autorisée s'il en est. Alors, ma question est, elle est une question sociologique.
C'est donc pour Monsieur Fournier. Vous avez fait un commentaire sur certains mouvements sociaux aux États-Unis, aussi en Europe et dans d'autres pays, et qui sont un peu, d'après vous, réactionnaires et qui sont préoccupés par la fin du monde, l'apocalypse, tout ça, et qui vous, j'ai compris que vous avez classifié comme un petit peu réactionnaire d'extrême droite, tout ça. Et après, même si vous avez dit que ce qu'on a vu dans cette famille n'est pas la même chose, moi, je ne sais pas trop des sociologie, je suis un peu ignorant, mais est-ce que la philosophie qu'il y a peut-être d'ailleurs ce que ces familles a fait ne serait plutôt classifiable dans une tendance plutôt progressiste qu'il y a dernièrement de critiquer les excès et qu'on a dans notre monde moderne. Et dans cet aspect-là, ça semble un peu réactionnaire, peut-être c'est paradoxal, mais c'est à mon avis plutôt progressiste parce qu'on critique les excès de l'industrie qui nous mènent vers le réchauffement climatique, tout ça. Eux, ils sont critiqués énormément les excès bureaucratiques qui sont trouvés en Europe. Et c'est pour ça qu'ils sont dit qu'ils ont quitté l'Europe pour pouvoir avoir la liberté qui est trop limitée à cause de la bureaucratie. Donc, à mon avis, cette philosophie serait plutôt une philosophie, on va dire, progressiste, paradoxalement progressiste, parce qu'ils clament un peu un retour en arrière, mais voilà. Et donc, je ne sais pas si j'ai bien compris ou vous pouvez expliquer. Alors, ouais, bah c'est ce que j'ai essayé d'introduire tout à l'heure, c'est ce sentiment un peu ambivalent, c'est-à-dire qu'on est à la fois sur une famille qui va dans le bon sens d'un point de vue écologique, selon moi, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une réflexion très importante sur comment se nourrir, comment habiter, etc. Donc il n'y a pas de problème là-dessus, je crois qu'on est tous d'accord avec ça, c'est juste que ça serait dommage de s'arrêter à ça, et ça serait il me semble important aussi de montrer que comme c'est pas faisable et parfaitement utopique, il faut aussi montrer qu'il y a des critiques dans ce modèle-là. Vous parlez de philosophie, moi ça fait penser surtout à Rousseau, c'est-à-dire que c'est une vision rousseauiste de la nature qui est un peu naïve quelque part aussi, parce qu'elle est quelque part aussi dépolitisée, je crois, parce que cette mise en retrait, cette mise en bulle, elle est assez belle, elle peut être associée à un mouvement radical, critique, etc., qui est nécessaire, mais je ne crois pas que ça soit la solution. Il me semble que c'est... Peut-être que la recherche de solutions est du côté d'une mise en politique, d'une réflexion sur autre chose, et peut-être pas une mise en retrait comme ça. Mais évidemment, c'est à discuter. Hein. Merci. Catherine ? Oui, moi j'ai beaucoup aimé ce film et en même temps j'ai eu le même sentiment de malaise que vous. En anglais on dit « It's too good to be true », c'est trop beau pour être vrai. Alors certes ils savent tout faire, mais est-ce qu'on peut construire une maison ? Construire une maison, c'est pas juste couper du bois dans le bois. Construire une maison, c'est aussi avoir des compétences sur le sanitaire, etc. Donc, quelque part, on doute un peu qu'ils aient réussi à eux tout seuls, sans interface avec la société qui les environne, de réaliser tout cela. Et tout ça, c'est gommé. De la même manière, l'acquisition de matériel, il faut gagner de l'argent pour payer ses impôts, mais aussi pour acquérir tout ce matériel considérable qu'ils utilisent. De la même manière, ils sont dépendants de leur environnement parce qu'il a bien fallu qu'ils établissent des connexions, par exemple électriques, pour installer, comme d'une manière assez classique dans ces régions, leurs maisons et les maisons qu'ils destinent à leurs enfants, qui n'ont pas l'air d'être absolument fanas d'ailleurs de l'idée de venir s'installer, en tout cas tout de suite, dans cette maison. Donc, et alors, vous nous expliquez qu'il y a... On voit ces cartons, effectivement, qu'il y a toute une activité qui est une activité, alors pour le coup, entrepreneuriale,
qui est complètement gommé dans le film. Donc c'est un peu dommage que la réalisatrice ne soit pas là, parce que au fond, cette utopie-là, on se demande jusqu'à quel point elle n'est pas un peu construite par la façon dont le film est réalisé, monté, etc. S'il n'y a pas toute cette dimension de l'activité qui est mise de côté pour raconter cette très belle histoire d'une famille unie, dans laquelle il n'y a pas de conflit, où tout le monde s'aime et où tout le monde marche dans la même direction pour manger, entre autres, l'animal qu'on a aimé et qu'on a été obligé de... Enfin, qu'on a sacrifié pour l'intégrer dans la famille. Entre l'intitulé de la séance et ce qu'on voit dans le film, il y a un amalgame entre autonomie et individualisme. Vous parlez tout à l'heure de justement collectifs qui n'ont pas réussi à progresser dans des idées d'autarcie et qui ont dû se réinventer pour davantage avoir des échanges et de l'interdépendance. Hier, on parlait de droit à l'alimentation. J'ai une question, c'est-à-dire, est-ce que vous connaissez des territoires en France ou dans le monde où la puissance publique est venue aux côtés des citoyens, parce qu'on parle souvent du coup d'initiatives quand même d'habitants qui se retroussent les manches, je pense qu'on dit comme ça, mais voilà. Voilà, donc pour atteindre une autarcie, mais avec justement une politisation du sujet où la puissance publique accompagne cette autarcie d'un territoire qui a tout ce qu'il lui faut pour pouvoir vivre aisément. Voilà, on ne peut plus être interdépendant. J'étais rapide. En attendant non, moi j'ai pas de connaissances par rapport à cet accompagnement possible. Je sais pas si d'autres personnes ont entendu parler de ces initiatives, mais moi ça me dit rien. Non, moi non plus. C'est vrai que selon les territoires, on va dire qu'il y a des communes ou des collectivités qui sont plus ou moins impliquées justement pour accompagner ce type de projet. Les SAFER, c'est encore un peu différent. Ah pardon, laisser faire, oui. Laisser faire, oui, effectivement aussi. Et ce qui amène en fait aussi juste à la question du foncier agricole, parce que pour cultiver, pour approcher l'autonomie, il faut avoir aussi de la terre. Et enfin voilà, que ce soit au Pays Basque ou ailleurs, je pense qu'il y a une réelle question aussi autour de ça. Et aussi par opposition, enfin les gens qui habitent en ville, comment parler d'autonomie quand on n'a pas l'espace pour cultiver. Enfin c'est aussi ces réalités-là après qui rentrent en jeu. J'avais une question peut-être plus pour Marion, parce que c'est intéressant quand vous avez décrit le travail que vous faites. Quasi immédiatement, vous avez parlé de gestion de la ressource. Ce que vous faites, c'est gérer la ressource. Moi, il y a une des scènes du film, il est intéressant, là, ce personnage qui nous toise un peu, là, et qui a son inconscient toujours à fleur de parole, et qui nous disait, il est comme un enfant, même drogué, quand ils font cette razzia sur les champignons. C'est un peu choquant. C'est-à-dire qu'en fait, alors évidemment, on est sur un vaste espace, donc on se croit sur un espèce de front pionnier. Ils ramassent tout. S'ils pouvaient, on a l'impression qu'ils pourraient en ramasser 10 fois plus. Donc je me demandais, dans votre activité, qui semble aussi itinérante, puisque vous dites que vous partez aussi en Lozère pour la lavande, du coup, c'est quoi la gestion de la ressource dans la cueillette, dans votre travail de cueillette ? Oui, complètement. C'est vrai que moi, la première fois que j'ai regardé le film, c'est vraiment la question. Je me suis dit, j'essayais de voir dès que la caméra s'écarte un peu. Effectivement, je ne connais pas du tout ce territoire et je ne connais pas du coup les enjeux de la ressource, s'ils sont nombreux à cueillir, si c'est vraiment chaque personne qui a une ferme dans le coin qui fait la même chose ou pas. Et tous ces facteurs-là, c'est des choses importantes. Nous, dans les endroits où on va cueillir, en plus, il y a l'histoire de l'autorisation. Au maximum, quand on sait à qui appartiennent les endroits, sauf quand c'est au fin fond de la montagne, on essaye aussi d'avoir l'autorisation bien sûr des propriétaires, etc. Et après, on a une idée, parce que ça fait des années et des années qu'on repère des endroits. Il y a certains qu'on va laisser tomber parce qu'on voit justement soit qu'il y a un affaiblissement de la ressource, soit parce que, pour x, y raison, parce que des changements de climat ou autres font qu'on va en trouver plus ou moins. On est toujours aussi dans une partie de notre travail qui va être de rechercher d'autres endroits de cueillette pour effectivement essayer de trouver un équilibre dans tout ça. On sait très bien que, je prends l'exemple de l'Aubépine, on a de très, très belles stations à Aubépine ici au Pays Basque, tout simplement par rapport à la dissémination après de l'arbre. Nous on le cueille quand elle est en fleurs, c'est comme ça qu'on la travaille, donc on la travaille en tisane
quand elle est en fleurs, donc plutôt en début de printemps, et alors que les baies ensuite peuvent être utilisées, sont très utiles aussi, par exemple pour l'avifaune, pour tous les oiseaux. Donc il y a toute cette réflexion-là, on ne cueillera jamais l'ensemble d'une station ou d'une plante, surtout qu'on ignore qui passe après nous. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui méritent réflexion. Après, on a plusieurs façons de faire. Pour moi, la meilleure façon, c'est de multiplier les endroits de cueillette. Et du fait, il y a tout ce travail-là. Mais effectivement, là, il n'y a pas l'air d'avoir forcément une réflexion là-dessus. Mais c'est peut-être parce qu'ils sont tout seuls et peut-être parce que ça fait des années qu'ils sont là et qu'ils voient que d'année après année, il y a le même nombre de champignons. Tout ça, c'est des facteurs... voilà. Surtout les champignons et ceux de là-bas, je ne connais pas bien. Mais c'est vrai qu'à ce côté-là, ça m'a marqué aussi. Ouais. Ouais, c'est juste un petit commentaire pour appuyer vraiment l'ambivalence du modèle d'un point de vue écologique. Voilà, ça me tient à cœur de faire cette réflexion parce que donc effectivement c'est un modèle qui peut inspirer, etc. Mais il pose vraiment question d'un point de vue écologique parce que là il y a vraiment une empreinte, une modification du milieu en pleine forêt. Alors on est au Canada, il y a beaucoup d'espace, etc. Mais bon, là, l'idée, c'est qu'il y a une maison, quelques parcelles. C'est déjà multiplié par 3. Donc, vraiment, il y a une empreinte qui s'étend. Comme le disait Catherine tout à l'heure, il y a des enjeux d'infrastructure qui sont légères pour l'instant, mais il y a une route, il y a des lignes électriques. Il y a du prélèvement, du changement de milieu. Vraiment, voilà, ça paraît comme ça quelque chose en harmonie, etc. Mais ça pose vraiment énormément de questions d'un point de vue écologique, tout simplement. Et oui, alors, je vais demander le micro, mais je ne sais pas exactement comment formuler finalement ce que j'ai envie de dire, mais je vais quand même essayer. Et c'était pour revenir un peu sur, effectivement, l'ambiguïté qu'il y a voilà, sous couvert d'idéaux, d'idéaux un peu de protection de l'environnement, etc. À une part un peu idéologique qu'on retrouve effectivement chez Le Père et qui a été un peu abordée, mais aussi cette idée de réforme de soi, d'être un homme meilleur par le travail et qui du coup couvre aussi des valeurs. Et c'est vrai qu'on est fasciné par cette manière dont les gestes sont faits, tout est bien fait. Il y a et donc du coup il y a aussi ce truc qu'on retrouve, et je pense dans plein un peu cette ambiguïté entre un idéal et puis vraiment une idéologie derrière qui couvre beaucoup de valeurs étranges. Et j'ai pas de réponse, mais voilà, il y a quand même cette idée que en fait c'est aussi pour soi et pour la réforme de soi en fait qu'on le fait, quoi. Et après j'aurais un autre commentaire peut-être, j'en profite, mais qui sont aussi sur voilà ce qui a été abordé, ces pratiques de braconnage un peu, qui a une autre ambiguïté qu'il y a effectivement que, je sais que voilà en Chine il y a beaucoup de choses qui sont braconnées pour ce goût sauvage, tout ça. Et puis à côté de ça, il y a aussi une critique de l'état de ces pratiques sauvages qui sont aussi qui pourraient remettre en cause un ordre différent, quoi, l'ordre plus industriel. Donc c'est deux remarques très différentes, mais voilà deux ambiguïtés aussi que je trouvais intéressante soulever dans cette discussion. Peut-être juste pour appuyer sur l'aspect idéologique, c'est vrai qu'on n'est pas là pour tailler un costard au Père, mais un petit peu quand même. Et non, il y a plein de petites remarques comme ça qui donnent à voir cette idéologie. Donc, comme tu dis, il y a le travail bien fait, donc la valeur travail qui est très proche. Peut-être c'est une famille chrétienne. Enfin, ça serait intéressant à savoir. Et puis, il y a plein de petites choses. Vous voyez, à un moment, la mère, elle dit « ça sera bien quand vous serez mariés, il faudra... » Donc, c'est hors de question que les enfants soient gays, par exemple. C'est inconcevable, on a l'impression. Donc, c'est juste, évidemment, c'est de l'implicite comme ça, mais c'est quand même dit. Et donc, il y a plein de petits passages comme ça où on devine quand même la démarche extrêmement normative, très idéologique qu'il y a derrière. Et voilà, comme le disait Catherine, c'est un peu c'est mis en rose, c'est très beau, etc. Mais moi, je me demande si ça se passe si bien en fait dans cette famille, quoi. J'aurais envie de savoir. Les enfants le disent, hein, des fois il y a des agréments, des discordes, tout ça, mais on imagine que c'est peut-être pas si la fête tous les jours quand même. Oui, encore un commentaire. Merci pour la discussion. Je trouve que ce qui se dégage là en écoutant tout le monde, c'est vraiment cette idée qu'ils ont créé une bulle, mais aussi le film crée la fiction de cette bulle, à la fois parce que disait Catherine, mais aussi, ce que je trouve génial, c'est ok, alors ils ont vu le vétérinaire une fois en 10 ans, mais ils sont extrêmement équipés, quoi. Ils ont un 4x4, ils ont un quad, ils ont une machine à traire leurs vaches, ils ont un super piano pour cuisiner, et tout ça, et puis ils s'habillent, les enfants ont des habits avec la marque Nike et tout. On imagine quand même qu'il y a aussi ces échanges avec l'extérieur, avec le concessionnaire, avec les magasins d'habits, etc.
etc. Et ça, c'est vraiment aussi le fait du film de l'ignorer et du coup de construire aussi une fiction autour de cette bulle, quoi. Ça, c'est peut-être lié justement au fait que la réalisatrice apparemment vit aussi prône ce modèle-là, donc il y avait peut-être une vraie ambition de colorier et d'idéaliser un peu ces modes de vie. Ouais. Ah, c'est moi. Alors, bon, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. Je suis un peu étonné de la tournure que prennent les interventions, parce que du coup, on est en train de tailler un vrai costard au monsieur, là, et je trouve qu'on n'a pas assez d'éléments pour le faire, et surtout que c'est une fiction et qu'on n'a que des bouts d'éléments. Un aspect qui n'a pas été tout abordé, c'est la question de revenir à des... Enfin, pas de revenir, pardon, je m'excuse, de ne pas oublier des gestes simples. Se nourrir et se loger, c'est juste les choses essentielles dans la vie. Voilà. Et aujourd'hui, j'aimerais savoir qui dans la salle est capable aujourd'hui de se nourrir et de se loger, de construire sa maison, ou de rénover sa maison, ou de se faire à manger, ou de se faire du pain, enfin tout ça. Je pense qu'on est complètement déconnecté de tout ça de plus en plus dans nos sociétés. Et moi, ce que je trouve hyper intéressant, sans idéaliser le modèle, c'est juste de se dire, et notamment le côté éducatif, hein, ils en parlent avec leurs enfants, ce que tu sais faire, moi je savais faire ça, toi tu fais mieux que moi parce que tu es en train d'apprendre. Ce côté-là, vous ne l'avez pas du tout abordé, et pourtant je pense que c'est le truc essentiel sur lequel on a besoin de revenir aujourd'hui, et on n'a pas besoin de savoir tout faire comme lui, mais déjà, si on connaît quelques éléments pour savoir se nourrir, un peu se loger, ben, après, avec le collectif, avec voilà, dans une société, on peut mutualiser plein de choses, mais on est trop déconnecté aujourd'hui, et ça apparaît énormément. Et le côté éducatif, je le trouve super intéressant, la façon dont ils le gèrent avec leurs enfants. Voilà. Réaction, Ouais, effectivement, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose dont on a moins parlé, et c'est des choses effectivement essentielles. Et là, je sais qu'avec Imwak, du coup, on fait des sorties nature, découverte des plantes sauvages. On a un profil de personnes très différents qui viennent participer aux sorties, mais il y a quand même cette idée au fond d'essayer de se réapproprier des usages traditionnels qui font partie effectivement de la base. Oui, se nourrir, se loger, c'est des choses essentielles, basiques. Voilà, on mange 3 fois par jour, etc. Et tant qu'à faire, voilà, il y a une espèce d'idée, même si c'est pas tout maîtrisé et on ne va pas devenir du jour au lendemain autonome, ni sur le plan alimentaire, ni sur d'autres plans, mais de se réapproprier petit à petit ces usages-là qu'on a perdus. Il y a eu réellement, avec l'industrialisation, etc., il y a toute une période où on a perdu ces choses-là toutes simples. Et il y a quelque chose qui se passe au sein de chaque individu, je pense, dans cette connexion que l'on peut avoir, dans le fait de, je ne sais pas, cueillir pour faire sa salade au printemps, de cueillir des jeunes pousses de plantain, c'est à la portée de tous. C'est des connaissances qui ne nécessitent pas toujours beaucoup de savoir, même si la première règle de la cueillette sauvage, c'est je ne cueille que quand je suis sûre de ce que je cueille. Il y a plein de choses à faire assez simplement, et ce lien-là, je pense, il est important pour tout un chacun, et c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. Chacun a envie de se réapproprier un petit peu ces choses simples qui vont sur le chemin, sur le début du chemin de l'autonomie alimentaire, mais sans aller jusque-là, juste être capable de reconnaître quelques plantes et se réapproprier ces usages traditionnels, c'est fondamental, oui. Je vais aller dans le même sens, donc peut-être on peut poursuivre le débat plutôt. Moi j'ai une question, j'aimerais vous entendre sur un thème du film qui est en filigrane, qui est celui de la propriété privée. Parce qu'en fait toute cette histoire, de ce que j'ai compris dans le film, c'est comme ça que c'est montré, c'est l'achat d'une parcelle qui vaut le prix d'une voiture en Europe, plusieurs hectares. Et en fait c'est une utopie qui est construite autour vraiment de la propriété de la terre, quoi. Voilà. Et donc j'ai une question pour vous deux. On parle de commun aujourd'hui, on essaye d'imaginer d'autres formes de propriété. Donc la question, elle serait pour Marion, quelle est la réflexion aujourd'hui des cueilleurs sur cet accès à la propriété privée? Quel est le droit d'ailleurs qui régit l'activité de cueillette, quoi? Est-ce qu'on a le droit d'aller cueillir dans des propriétés privées? Il y a l'invention du capitalisme et de l'industrie, du capitalisme industriel et l'industrialisation de l'agriculture, c'est lié à la disparition d'un certain nombre de communs, droit de glanage, droit de ramassage des bois, enfin je ne vais pas revenir là-dessus. Et donc aujourd'hui, quelle est la réflexion autour de ça? Est-ce qu'il y a des combats pour le droit à plus de cueillette, par exemple, ou à remettre en cause certaines propriétés privées qui empêcheraient un usage plus sauvage? Et puis,
Tristan, dans les groupes, les multiples groupes que tu traverses qui réfléchissent à l'ensauvagement, quelle est la place des discussions autour de la propriété privée, quoi? Est-ce qu'il y a des fronts de discussion qui se dessinent autour de ça? Du coup, ouais, sur la partie cueillette, non, effectivement, on ne cueille pas, même si c'est le fruit de la nature. Effectivement, à partir du moment où c'est sur une propriété privée, il faut l'autorisation. Après, il peut y avoir des choses qui sont laissées faites, mais c'est vrai on entend souvent, hein, notamment à la période des champignons, des conflits d'usage qui peuvent en venir même aux mains. Non, clairement, aujourd'hui, la propriété, oui, depuis que la clôture existe, on est beaucoup moins sur des activités de glanage, etc. Ça me fait penser à un super livre, sur le dernier berger de Chalosse, du coup, juste à côté dans les Landes, ça s'appelle Jean de Chalosse. Et clairement, si on voit l'évolution de ces derniers bergers avec un mode de vie vraiment comme ce qui se faisait au siècle dernier, il a vu l'arrivée justement de la propriété, des clôtures, etc., avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur lui dans son mode de nutrition pour lui-même et bien sûr de passage pour ses bêtes, etc. Mais oui, clairement, aujourd'hui, avec la propriété, il faut, même si que ce soit une commune ou un privé, demander l'autorisation automatiquement. Ouais. Un dernier mot, Tristan. Ouais, merci pour ta question, Giovanni. En fait, cette question de la propriété, elle est très proche de celle de liberté. En tout cas, c'est la première étape dans ce que prônent les surréalistes, sur lesquels on a un peu travaillé. Et c'est vraiment cette première étape qui correspond à cette mise en retrait dont on a déjà un peu parlé dans le débat là, et qui est, moi je crois, un peu critiquable aussi, dans la mesure où c'est pas une gestion des communs, c'est une idée de se mettre justement dans sa bulle et de se sentir libre dans sa bulle. Bon, voilà, pour celles et ceux qui étaient là hier, le premier film c'était 12 France. Là, on a vraiment une problématique de gestion des communs avec tous les acteurs que ça implique. Il y en a qui sont méchants, il y a très méchants, d'autres très... Et tous ces acteurs-là, c'est important, je crois, de les mettre autour d'une table et de discuter de quoi faire des communs, justement. En tout cas, je trouve ça plus enthousiasmant que de prôner une propriété privée et d'essayer de se faire sa bulle dessus. Merci beaucoup, merci Tristan et Marion pour votre engagement dans la discussion et les réflexions éclairantes que vous avez fait partager. Merci à toutes et à tous. Il y a des questions qui n'ont pas pu être posées, donc voilà, c'est la vie. Je trouve que moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ces échanges, c'est le rapport entre le film et la réalité, hein. Donc ça, c'est une constante dans le festival, et c'est évidemment dommage qu'on n'ait pas eu la réalisatrice pour lui poser ces questions, mais insister quand même sur, quelle que soit la réalité, en fait, sur l'importance du geste, l'importance des pratiques, l'importance de la matérialité, parce que quelles que soient les utopies que l'on construit, en fait, on est confronté à cela, on a besoin effectivement de savoir-faire, de rapport à la matérialité. Et je trouve que ce qu'on a vu dans ce film permet d'entrer en discussion avec ces questions, quelles que soient les valeurs. Enfin, je veux dire, il y a des conflits, des visions du monde, des valeurs, et il faut en discuter. On a un peu discuté. Je pense que c'est une discussion qu'il faut poursuivre de différentes façons, parce que derrière les utopies, on n'a pas forcément tous les mêmes utopies, tous les mêmes valeurs derrière les utopies. Et ce film a permis d'en discuter un peu, et je pense que c'était vraiment important dans le cadre de ce festival. Donc maintenant, on va passer à la partie effectivement s'alimenter, je crois, hein, c'est ça l'idée, non? Voilà, donc voilà, il ne faut pas oublier que c'est important aussi. Merci à toutes et à tous.